Déjà, bonjour et merci à tous. Je vais laisser la parole à Estelle Duflo du réseau Mesure. Elle va vous expliquer tout ce qu'il en est et pourquoi elle est avec nous ce matin, parce que finalement, c'est aussi grâce à elle, et grâce au réseau Mesure même. Et puis, moi, je reprends la parole juste derrière. Estelle, c'est à toi. Merci, bonjour à tous. Comme l'a dit Stéphane, donc effectivement, c'est pas tout à fait la même chose que sur un salon, mais voilà, la situation exceptionnelle de cette année nous a amené à mettre en place ce programme de rendez-vous en visio. Puisque, comme vous le savez tous, le Mesure Solutions Expo a dû être annulé 5 jours avant le top départ pour des raisons sanitaires par la préfecture. Donc, je suis désolée pour ceux qui ont déjà participé aux précédentes réunions. Il y aura quelques redites, mais c'est pas le cas de la majorité des gens. Donc, je voulais juste vous redonner un petit peu le programme. Donc, en fait, ces rendez-vous sont organisés par le Réseau Mesure, qui est une association qui regroupe aujourd'hui plus de 155 entreprises dans le domaine de la mesure, qui sont là aussi pour répondre à vos questions dans tous les domaines. Donc, nous organisons ce planning de rendez-vous techniques et de visioconférences qui sont le reflet en fait des rendez-vous et des conférences qui devaient avoir lieu sur le salon Mesure Solutions Expo. Donc, nous avons déjà eu le 17 novembre BIMEX avec l'étalonnage des boucles de température, E+E électronique vendredi dernier sur quels moyens utiliser pour l'étalonnage des sondes d'humidité. Donc, aujourd'hui, TH Industrie intervient sur la mesure qui devient connectée. Et nous aurons le 26 novembre prochain le Collège français de métrologie qui va faire une conférence d'1 heure sur l'essentiel de la métrologie, quelles sont les notions essentielles de la métrologie à retenir. Et ensuite, le 27 novembre, DVSoft qui interviendra sur la surveillance monitoring des ouvrages d'art. Vous retrouvez l'ensemble du programme sur le site de mesuresolutionexpo.fr, donc mesure avec un s-solution-expo.fr. Et vous avez également tout le planning de décembre que je ne vais pas forcément détailler. Un petit point, aujourd'hui, Stéphane Coupeau pour TH Industrie va vous faire cette présentation technique et va pouvoir répondre à vos questions. Je vous invite aussi, si vous avez des questions, des recherches, à consulter l'annuaire de nos adhérents sur le site du réseau Mesure. Et vous avez également un petit outil de recherche en première page de ce site internet qui vous permet de poser une question, de chercher un partenaire pour une problématique technique spécifique ou autre. Et nous sommes bien entendu à votre disposition tout au long de l'année, Claire Onfray et moi-même, pour répondre à vos questions. Voilà, je suis à votre disposition si nécessaire. Claire prendra le relais aussi parce que j'ai une autre réunion qui va commencer assez rapidement. Et puis, je laisse la parole à Stéphane Coupeau pour la suite. Merci Estelle, puis donc merci au réseau Mesure d'avoir pris l'initiative de réorganiser ces ateliers thématiques, exposés thématiques qui étaient prévus sur le salon Mesure Solutions Expo, et bien des organisés en webinar. Alors je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a pris l'habitude des webinars et on sait maintenant, on est tous à peu près rodés au sujet. Toujours est-il que pour le nôtre, qu'il y a des tonnes d'outils qui existent en ligne pour faire des webinars. Donc aujourd'hui, surtout, n'hésitez pas sur l'outil qu'on utilise à activer vos micros si vous le souhaitez pour pouvoir échanger avec nous, nous interpeller. Bien évidemment, vous pouvez aussi, on va vous inciter à poser vos questions par écrit à droite dans le volet de questions, ce qui nous permettra de prendre connaissance de vos questions au fur et à mesure. Et puis, en fonction de la question, soit d'y répondre en l'instant si elle colle avec le sujet ou de les garder pour la fin pour faire une réponse plus globale. Donc, n'hésitez pas à activer vos micros, à intervenir auprès de nous si vous le souhaitez. L'objectif de cette présentation aujourd'hui est une présentation générale, technique, elle n'est pas commerciale, on n'est pas là pour mettre en avant nos savoir-faire et nos produits. Et pour cela, je vous inviterai à nous contacter, à nous consulter par la suite derrière. L'idée aujourd'hui, c'est de dégrossir et de parler d'un sujet qui est d'actualité, la mesure qui devient connectée. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, à nous solliciter. Donc la mesure devient connectée, donc merci encore à vous d'être là. Comme je l'ai écrit, les capteurs de demain aujourd'hui, parce qu'on parle effectivement de mesures connectées, mais le thème était la mesure devient connectée. Ce thème avait été écrit il y a quelques années maintenant. Et en fait, je pense que la mesure ne devient pas connectée, mais la mesure est connectée d'ores et déjà. C'est un des grands changements que l'on a connus dans notre monde industriel. Alors, je vais être au départ un peu généraliste et puis on focalisera vers la fin sur vraiment nos applications industrielles et nos besoins. La mesure connectée aujourd'hui, elle est souvent englobée sous le terme d'IoT, donc IoT ou IoT pour les moins anglophones.
qui signifie malgré tout Internet of Things. C'est un terme qui a été utilisé pour la première fois par Kevin Ashton, qui travaillait chez Procter & Gamble, sur une solution RFID, donc voilà, de taille. Il voulait géocaliser et connaître en temps réel des informations sur certains de ses produits. Et il ne savait pas comment proposer à sa direction ce sujet. Et il a utilisé le terme IoT en 1999. Le mot IoT a été démocratisé en 2009 uniquement, et surtout grâce à Twitter qui a repris le fameux hashtag IoT. Cependant, aujourd'hui, c'est un terme et on s'est amusé à faire un petit sondage. Alors, autour de nous, il n'est pas forcément représentatif. On n'a pas engagé d'institut de sondage pour ça, mais toujours est-il que le terme IoT, même dans notre monde industriel, c'est un terme qui n'est forcément pas connu. Pour nous, ça nous semble peut-être évident parce qu'on le côtoie peut-être au quotidien pour certains d'entre nous, mais pour beaucoup de gens, c'est simplement trois lettres qui ne veulent pas dire grand-chose. Alors, IoT, c'est en anglais. En français, on est censé dire IDO, l'Internet des objets. Soyons honnêtes, on parlera d'IoT globalement tout le temps maintenant, comme bien souvent dans tous ces termes. Avant de rentrer dans le détail de ce que sont des applications, des solutions et de ce qui existe en objet connecté, je pense que c'est important de rappeler qu'est-ce qu'un objet connecté ou une mesure connectée, mais peu importe que ce soit une mesure, un objet ou quelque chose, l'objet connecté, le fameux IoT aujourd'hui. Donc, il s'agit d'un matériel électronique, donc sous-entendu également un capteur, un appareil de mesure, capable de communiquer avec un ordinateur, un smartphone, une tablette via un réseau sans fil et qui le relie à Internet ou un réseau local. Le mot sans fil est important parce que la solution filaire existait déjà avant. Alors, est-ce que la solution filaire était déjà de l'IoT? Peut-être. Alors, c'était souvent englobé dans le terme M2M, machine to machine. La notion de sans fil et de connexion Internet a impliqué ce terme IoT supplémentaire. Mais globalement, c'est simplement qu'une continuité de ce qui existait déjà par le passé avec une solution filaire, sauf qu'on a rajouté des briques supplémentaires, on va le voir un peu plus tard, dans l'acheminement et le transfert des données. Alors, avant de rentrer dans les détails techniques, l'IoT, c'était, il y a encore quelques années de ça, quelque chose dont on parlait, on disait que ça allait révolutionner le monde. Alors, c'est vrai que ça le révolutionne dans certains domaines, en tout cas, ça le fait avancer, évoluer ou pas d'ailleurs, régresser peut-être dans certains cas. Là, c'est philosophique comme question, mais toujours est-il qu'on imaginait 50 milliards d'objets connectés en 2020. Nous y sommes, et la réalité aujourd'hui de terrain nous dit qu'on est à 9,4 milliards d'appareils connectés. Alors, est-ce que c'est une réussite? Est-ce que c'est un échec? J'ai gardé le titre un succès mitigé car je pense que c'est un succès quand même parce que c'est une innovation, une évolution dans le monde moderne que l'on a et surtout dans le domaine de la mesure, dans les solutions techniques parce que les solutions connectées vont nous permettre des choses nouvelles, d'améliorer des choses sans pour autant remplacer toujours l'existant. Et justement, on va arriver à ce point. Pourquoi l'IoT? Pourquoi on estime que c'est un succès mitigé? En fait, il y a plusieurs raisons alors je ne vais pas dire à l'échec, mais à ce succès mitigé de l'implantation des capteurs. C'est l'utilité de l'objet en soi. Alors, je suis encore toujours un peu grand public, mais encore que dans le domaine de la mesure, on voit apparaître des choses. C'est-à-dire qu'on est capable d'inventer aujourd'hui de nombreux appareils connectés qui vont échanger sans pour autant qu'ils servent à quelque chose. Et c'est assez dramatique, c'est-à-dire qu'on a inventé des systèmes de communication, et on le sait, on peut communiquer à distance depuis très longtemps. Pour ceux qui en doutent, la télévision hertzienne existe depuis très longtemps. On s'est envoyé de l'image, du son depuis très très longtemps par des ondes sur du sans fil. Alors, il n'y avait pas forcément de communication remontant dans l'objet de la télévision de l'époque, mais on était déjà presque sur un prémisse d'un objet connecté parce qu'il n'y avait pas d'échange d'informations montantes et descendantes, mais il y avait quand même déjà de la transmission sans fil depuis de très nombreuses années. Et la radiofréquence, on y reviendra. Donc, l'utilité d'objet en soi, c'est-à-dire que communiquer sans fil, c'est bien, les emmener sur Internet, c'est très bien, mais pour en faire quoi? Et ça, c'était vraiment le problème d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'objets inutiles, et même dans la mesure, on mesure tout et n'importe quoi sans savoir pourquoi. Le business model peut ou pas approprié, on y reviendra tout à l'heure dans des solutions qui existent, par exemple sur le LoRa, le Sigfox, le Wi-Fi. On verra pourquoi, parce qu'il y a souvent des coûts cachés aussi parfois à ces connexions. Alors, on peut prendre le plus simple, un téléphone portable, finalement, est un objet connecté. Eh bien, il y a des forfaits à tous les prix. Eh bien, le business model proposé par les opérateurs ou par les personnes qui ont des solutions ne sont pas forcément adaptés à vos besoins. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas forcément pris, parce que si je vais prendre très rapidement le Sigfox
le Sigfox a un coût éventuellement caché pour certains, ça va dépendre des solutions. Et donc, ça peut être embêtant. Et donc, pour l'instant, les modèles ne sont peut-être pas encore aboutis et ne permettent pas une mise en place des objets connectés facilement. La qualité de l'objet, et ça, c'est un point crucial dans notre domaine de la mesure. Alors, dans le domaine grand public, entre guillemets, j'ai envie de dire, peu importe que l'objet soit de mauvaise qualité, tant qu'il puisse nous amuser un petit peu. Par contre, dans le domaine de la mesure, j'ai vu apparaître de nombreux capteurs, des transmetteurs sans fil, pour mesurer de la température, de l'humidité, des vitesses, des chocs, des vibrations, de la lumière, du débit, vraiment tous les paramètres existants aujourd'hui, mais de piètre qualité. Pourquoi? Et on y reviendra tout à l'heure, mais c'est parce que les fabricants d'objets connectés étaient des gens qui travaillaient sur la communication, sur l'acheminement d'une donnée, d'une data. Et là-dessus, ils sont très efficaces et la qualité de leur transmission est extraordinaire. Par contre, ils en ont oublié peut-être le point fondamental de nos métiers à nous, la mesure en elle-même. Et donc, on se retrouve avec des capteurs, des choses qui sont vraiment de très, très mauvaise qualité. Alors, je pense que tout le monde a connu ça plus ou moins dans son entourage. Sur les objets grand public, ça se rencontre assez facilement. Dans le domaine de la mesure, heureusement, il y a une sorte de sélection naturelle qui se fait. Lorsque la qualité est mauvaise, ça se sait assez vite. Et puis souvent, il y a un indice, un repère qui est important, c'est le prix. Il y a des objets pas chers, des objets connectés peu chers qui, dans le temps, ne vont pas tenir. Et puis, enfin, le point le plus important et pourquoi le succès a été mitigé et n'a pas forcément réussi, c'est qu'on oublie qu'un existant existe. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est capable de faire des mesures fiables avec tout ce qui va bien d'un point de vue métrologique sur un capteur, en sans fil, en IoT, en le remontant sur Internet. Sauf que pourquoi aller installer un capteur connecté sur un endroit où un capteur existe déjà? Pourquoi tout repenser? Nos usines fonctionnent et sont déjà présentes avec de nombreux capteurs. Difficile de dire on va tout remplacer, ça serait un budget colossal. Donc en fait, là où on imaginait peut-être remplacer tous les appareils de mesure existants, eh bien, la réalité nous a vite rattrapés, économique surtout, en se disant ben non, il va falloir attendre, être patient, parce que on remplacera au fur et à mesure l'existant s'il y a un défaut, s'il y a des évolutions, et on remplacera ces objets connectés, ces appareils de mesure, par un objet connecté éventuellement. Et encore, pourquoi aller installer dans une solution existante un seul produit connecté alors que tout le reste est déjà en filaire avec des signaux de type 420 mA ou des profibus, du mode bus, peu importe. Pourquoi remplacer ces solutions-là existantes fonctionnelles pour aller ajouter en plus un objet connecté qui nécessite une prise en charge différente, des solutions différentes? Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que les solutions connectées existent et fonctionnent très très bien, mais généralement dans le cadre de développement de nouvelles installations complexes, de nouveaux besoins, mais on remplace rarement l'existant point par point par de l'IoT. Ça évoluera avec le temps. Alors, on a des questions qui arrivent, on les note au fur et à mesure, et puis on y répondra tout à l'heure. Alors, je vais quand même la lire au cas où, si je peux apporter... Oui, alors dans le compte, c'est 9,4 milliards d'objets connectés. Ça intègre bien tous les objets connectés existants. Donc, c'est... alors, les smartphones, là-dedans, sont une variable assez complexe à prendre en charge. Il faudrait que j'affine ma réponse. Toujours est-il qu'on intègre tous les objets connectés perso, labo et particuliers. Je crois qu'on avait une variable sur le smartphone qui était quand même quelque chose d'assez tournant, et vu qu'il y a quand même beaucoup de smartphones inutilisés, je ne suis pas certain qu'il soit rentré ou comptabilisé correctement. Mais en tout cas, le ratio est présent, c'est surtout ça qui est intéressant. Mais j'approfondirai la question. On a l'auteur de la question, on lui fera parvenir une réponse précise. Alors, voilà, donc un succès mitigé, mais un succès quand même de mon point de vue, parce que si TH Industrie est là aujourd'hui, c'est que bien évidemment, on est concerné par ces solutions connectées, c'est qu'on a des solutions, des propositions et un savoir-faire sur le domaine, c'est donc qu'il y a quelque chose qui bouge et qui évolue dans ce sens. Alors, on va regarder un peu plus en détail ce qu'est une solution IoT d'objets connectés. Alors, on a sur la partie gauche de l'écran nos capteurs, nos objets connectés. Alors, c'est vrai qu'on parle toujours d'objets parce que ça peut être un capteur, ça peut être plein de solutions, ça peut être un compteur, ça peut être un contact sec, des choses comme ça. Donc, la notion de capter, récupérer une information au sens très large. On a ces objets qui vont être en place, qui vont fonctionner et qui vont se connecter, alors, soit sur un réseau d'objets existants, avec une passerelle, chose comme ça, moi, ici, le concentrateur. Donc, les données vont pouvoir remonter via des concentrateurs, via des réseaux existants aujourd'hui dans le cloud. On reparlera tout à l'heure de LoRa, de Sigfox. On avancera dessus. Ces données sont ensuite envoyées sur un serveur local
ou pas d'ailleurs, hein, c'est un schéma très, très générique. Et puis, ensuite, les données vont repasser sur Internet et vont repasser, ils sont forcément stockés à un moment donné. Donc, Internet, c'est aussi plus la notion du cloud qui existe. Et donc, on retrouve les données qui sont stockées sur un serveur distinct. Pour casser un mythe et juste pour plaisanter, mais c'est important de le rappeler, le fameux cloud n'existe pas vraiment. Ce n'est pas un nuage au-dessus de nos têtes avec des données dedans, c'est forcément un serveur physique qui existe quelque part, situé dans le monde. Alors, ça peut être des serveurs communs qui appartiennent aux plus grandes marques, Amazon, Microsoft et d'autres. Ou alors, vous pouvez avoir vos propres serveurs distants sur des plateformes existantes. Et puis, il y a des fabricants d'appareils de mesure qui proposent leur propre système. La notion de cloud, ici représentée avec le nuage, il y a écrit Internet, effectivement, c'est un accès à distance à nos données sur des portails qu'on va appeler de type SaaS, globalement, où on va pouvoir accéder à nos données, récupérer nos données, alors avec des espaces sécurisés, privatisés, avec tout ce qui va bien, qui vous permettent de gérer vos appareils de mesure, de gérer les alertes, les remontées. Et bien évidemment, tout ça, ça va nous permettre de récupérer nos données, donc comme je le disais, de les analyser, de les comprendre. Le schéma ici est volontairement sans flèche. Il n'y a pas de direction, car c'est toute la force de l'objet connecté, c'est que les communications sont montantes ou descendantes. On est capable de travailler dans les deux sens. Alors on verra qu'il y a des limites, il y a des contraintes qui existent en fonction des solutions proposées, mais toujours est-il que voilà, c'est un système global qui communique dans tous les sens. J'allais dire dans les deux sens, mais dans tous les sens. On pourrait très certainement rajouter quelques chemins de communication entre différents points. Des objets ici pouvant communiquer, par exemple, eux-mêmes entre eux parfois, dans certaines solutions, pour des solutions de maillage de type mesh ou autre. Alors, on s'aperçoit que c'est une solution globale avec plein de points. Et finalement, dans tout ce que je viens d'évoquer ici, je n'ai absolument pas parlé de la mesure en lui-même. J'ai dit, voilà, il y a un objet qui est ici qui va communiquer. Et ça, c'est important, ce que je suis en train de dire là. J'en reviendrai longuement dessus tout à l'heure. Enfin, longuement, peut-être plus clairement dessus. Ça ne sera pas forcément long. Alors, je ne sais pas s'il y a une question. J'ai entendu quelque chose. Est-ce que quelqu'un avait… Non. Bon, toujours est-il que voilà, on a oublié la mesure et la mesure reste un des points fondamentaux les mesures sont les points fondamentaux de ce qu'on doit faire et je pense que c'est important de ne pas l'oublier, on y reviendra en détail. Mais il est vrai que l'objet connecté nécessite tout ce qui n'est pas dans notre métier de base, finalement la transmission de données, le stockage, l'archivage, la présentation, les interfaces, ce sont vraiment des métiers nouveaux. Alors, il existe bon nombre de communications sans fil. Alors, j'en ai listé quelques-uns. Il y en a beaucoup d'autres, sachez-le. Et j'imagine qu'il y en a même certains que je ne connais pas et qui ne sont pas présents parce que ça évolue, ça bouge assez. Cependant, j'ai quand même essayé de mettre les principaux ici. Alors, on a parlé de Sigfox. D'ailleurs, il y a une faute à Sigfox. LoRa, Zigbee, le GSM, 4 ou 5G. La 5G dont on parle beaucoup en ce moment, le Bluetooth, le Wi-Fi et pas mal d'autres systèmes, le NFC, le RFID, le Wi-Fi, beaucoup de solutions, mais la vraie question c'est laquelle choisir, comment on détermine une solution sans fil. En fait, le choix d'une technologie sans fil ou d'un objet connecté IoT va dépendre de nombreux paramètres et ça c'est quelque part une évolution dans nos métiers, nous spécialistes de la mesure, de se dire, il va falloir bien comprendre, certes, quel est le besoin du client d'un point de vue mesure, et j'y reviendrai, mesure et métrologie, mais maintenant, derrière, qu'est-ce qu'il veut faire de cette data, de cette information, comment il va l'exploiter, et en fonction de ça, on va pouvoir déterminer quelle solution. Il ne suffit pas de dire, je vais acheter un objet connecté, et ça sera forcément le bon parce qu'il va communiquer, j'aurai tout. Non, non. Beaucoup de paramètres sont à prendre en compte. Déjà, quelle est la distance entre mon capteur et l'objet qui va recevoir la donnée, parce qu'on ne peut pas mettre des capteurs à tous les endroits. Vous avez tous connu les bornes Wi-Fi, hein, tout simplement. Si vous êtes trop loin du Wi-Fi, ça ne marche plus. Si vous avez des casques audio Bluetooth ou des imprimantes Bluetooth ou des imprimantes Wi-Fi, peu importe, en fonction de la distance, on peut perdre le signal et donc perdre la donnée. Donc la distance entre l'objet et la passerelle, on va dire, est déterminante. Bien évidemment, l'autre point très important, c'est aussi la quantité de données que vous avez envoyées. Si c'est simplement envoyer un fichier de données avec une information, dire il fait 12 degrés dans ma pièce, autant dire que c'est très très peu de data qui sont envoyées, donc on peut utiliser des solutions qui ne nécessitent pas beaucoup de données. Et on aperçoit ici dans ce petit tableau finalement le LoRa et le Sigfox, c'est-à-dire qu'on est capable d'envoyer sur des longues distances, on reviendra un petit peu sur le LoRa et le Sigfox après, sur des longues distances, des données, on va dire, de faible quantité, même si ça évolue tout le temps, alors qu'à l'inverse, la 5G dont on parle beaucoup en ce moment,
est capable d'envoyer beaucoup de données sur des très longues distances. Alors, il paraît que la 5G est l'avènement de l'objet connecté. Alors, comme j'ai eu la chance j'ai appris ces derniers temps que si les informations en seraient à vérifier, mais les Chinois sont en train de travailler déjà avec un premier satellite mis en orbite sur de la 6G. Alors, je n'ai pas tout suivi, parce que déjà que la 5G n'est pas déployée, je me dis que la 6G on a encore du temps, mais toujours est-il que ça évolue tout le temps, et l'objectif est effectivement d'offrir une portée plus longue avec un débit plus important. Transférer 1 gigabit sur plus de 10 km ou même 100 km, surtout avec la 5G aujourd'hui, c'est quelque chose de colossal et qu'on n'imaginait même pas peut-être il y a encore 10 ans, 15 ans. Alors, on pouvait s'en douter parce que l'évolution technologique a toujours été dans ce sens. On l'a vu avec dans ce qu'on voit dans les réseaux mobiles, le GPRS, 2G, 3G, 4G, on a aperçu que la quantité de data était toujours meilleure. La portée dépend réellement de l'antenne, de la proximité qu'on avait avec l'antenne, et de la qualité des appareils. On va y revenir sur la qualité. Donc voilà. Donc une fois qu'on a déterminé la distance et la quantité de données, on a déjà une idée des solutions possibles, mais après il y a une autre variable à prendre en compte. À minima, il y en a encore beaucoup d'autres, mais c'est l'autonomie et la capacité, pas l'autonomie, pardon, la nécessité en énergie, le besoin en énergie de ce capteur et de la solution connectée. Aujourd'hui, le Wi-Fi est très énergivore. Vous l'avez tous remarqué sur vos smartphones, dès que vous êtes en Wi-Fi et que vous naviguez beaucoup, la batterie va chuter très rapidement. Si vous coupez votre Wi-Fi, eh bien, vous aurez une batterie de smartphone qui se verra largement améliorée. Par contre, vous n'aurez pas les mêmes débits parce qu'effectivement, la 4G aujourd'hui, pourvu que c'est la plupart des smartphones qu'on a, aura un débit plus faible. Donc, le Wi-Fi nous augmente un débit, donc on va pouvoir transmettre beaucoup plus d'informations, donc des vidéos vont passer énormément, par exemple en Wi-Fi, mais par contre, en 4G, ça passe, mais avec une qualité réduite ou un temps de transfert beaucoup plus long. Je prends des exemples communs, mais bien évidemment, dans le domaine de la mesure, c'est la même chose. Mesure, ça sous-entend de la mesure des mesures toutes les secondes, par exemple, mais c'est souvent de la faible quantité, mais c'est du temps réel, donc finalement, mis bout à bout, ça représente un certain volume, mais le temps d'échantillonnage, et c'est le dernier point, est très important. Il faut être sûr de pouvoir envoyer ces informations-là sans collision dans le système. Et c'est surtout sur des solutions de type mesh où on a plein de capteurs, attention à l'ordre d'envoi et qu'il n'y ait pas forcément de bouchons dans l'envoi des données parfois, ce qui génère parfois quelques soucis. Donc, 3 points, la portée, la quantité de données et le besoin en énergie de ce capteur. Déjà, avec ça, vous orientez une première sélection de solutions possibles. Alors, il y a différents sujets. Le Zigbee, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour moi on va dire le Wi-Fi professionnel. C'est un Wi-Fi, mais qui propose un petit peu plus de contrôle de sécurité. Si je dois résumer, toute l'information envoyée est forcément reçue, contrairement au Wi-Fi, où le Wi-Fi envoie ses datas et si l'appareil en face ne les récupère pas, c'est pas trop son problème, il va continuer à envoyer. Par contre, on a un débit plus faible. Sur le Zigbee, on le voit ici, par contre, on a des distances plus faibles, mais on est beaucoup plus sécurisé. Donc, je viens d'utiliser des nouveaux mots qui sont la sécurité de nos données, le contrôle de l'envoi des données, ces choses-là, donc qui sont des paramètres supplémentaires à la mesure. Derrière, alors moi, pourquoi travailler sur une mesure connectée et quels sont les avantages d'une mesure connectée? C'est souvent une maîtrise et une réduction des coûts. Alors, maîtrise et réduction des coûts, ça va dépendre l'un ou l'autre ou les deux à la fois. Un abonnement de communication, on le connaît, on sait ce qu'on n'est pas capable de passer dedans, donc généralement, on a quelque chose d'assez stable. Il y a très peu d'entretien, ça fonctionne, ou si ça ne fonctionne pas, c'est que l'appareil est à remplacer, mais il n'y a plus forcément autre chose derrière. Donc, on peut maîtriser nos coûts et on peut les réduire parce que l'installation d'un objet connecté, si c'est bien pensé, encore une fois, on va rester professionnel dans notre démarche, si c'est bien pensé, réfléchi avec un cahier des charges construit, eh bien, on n'a plus de câblage. Donc forcément, quand on a des installations avec des centaines de mètres et voire des kilomètres de câbles, on peut remplacer parfois des installations câblées avec des solutions sans fil. Si je prends l'exemple, Airbus travaille sur des solutions à ce jour où bon nombre des capteurs dans l'avion sont des capteurs sans fil, ce qui permet d'alléger considérablement le poids de l'avion et donc réduire les coûts en kérosène, bien évidemment, mais les coûts d'installation, de fabrication des avions. Alors, est-ce qu'Airbus, avec la crise qu'on vient de connaître, gardera cette optique-là? Mais c'était un axe de réflexion et de travail. La facilité d'installation, je viens d'évoquer. Alors, dans l'installation physique, c'est une chose. Normalement, c'est beaucoup plus simple. On met le capteur comme un capteur classique, mais on n'a plus de câble à tirer, donc on n'a plus besoin de tout relever.
enlever ou passer ces câbles. Par contre, mon petit bonhomme qui sourit, le smiley à la fin, ça dépend des cas parce qu'il y a souvent l'interface logicielle qui intervient là-dedans. Et là, il faut être honnête, tous les fabricants ne proposent pas la même qualité et le soin qui est mis dans ces logiciels. Et c'est parfois très, très complexe de mettre en place un objet connecté. Alors, heureusement pour ça, et je le disais au tout début, il y a une sorte de sélection naturelle. Lorsqu'on s'adresse à des professionnels, bien évidemment, l'interface est de qualité et donc ça permet d'avoir une véritable facilité d'installation. Mais c'est quelque chose qui doit être testé et j'en reviendrai tout à l'heure dans le choix d'une solution. C'est comment choisir son fournisseur, ça va être important sur ces points. C'est accessible à tous théoriquement parce qu'effectivement, quand on écoute les documentations commerciales de toutes les solutions, on prend l'objet connecté, pour la plupart, on le prend, il est même déjà programmé, on le pose et ça fonctionne. Et c'est vrai dans certains cas. Mais le théoriquement, entre parenthèses, est là pour vous rappeler qu'effectivement, il y a souvent cette petite configuration d'interfaçage avec votre appareil, puis créer les identifiants qui vont bien. Et bien, nous, dans nos métiers, on intervient assez régulièrement pour accompagner les gens, non pas sur la partie mesure, parce que ce travail-là est fait en amont dans la définition du besoin, mais parce que la connaissance informatique, technique de ces nouvelles solutions, est inconnue de beaucoup de gens et ce sont des nouveaux métiers qui n'existaient pas encore il y a une quinzaine d'années, donc il n'y a pas forcément encore tout le staff nécessaire et donc il y a besoin d'accompagner, d'aider les gens dans ces nouveaux métiers, dans ces nouvelles orientations. L'avantage de la mesure connectée, on va y venir tout à l'heure, mais ce sont des mesures identiques à des solutions câblées à la condition expresse d'avoir défini son besoin en termes de mesure et de métrologie préalablement et correctement. Ne sacrifiez pas votre point de mesure pour un objet connecté. Commencez par choisir la bonne mesure et ensuite, vous pourrez aller choisir une option connectée. Et puis, c'est aussi peut-être plus sécurisé qu'une solution filaire. Alors là, ça pourrait lancer de grands débats. J'imagine qu'il y a les pour, les contre. Je regardais quelques questions en même temps, des choses qui se résolvent en parallèle. Donc, plus sécurisé, oui, parce que si c'est configuré correctement, une solution sans fil, c'est extraordinaire. On donne des accès à différentes personnes, on ouvre plein de choses. Alors, effectivement, connecté à Internet, eh bien, on peut toujours travailler dans l'autre sens, remonter les données et les réseaux, les systèmes. Mais si c'est configuré correctement, ça devient très, très difficile. Et souvent, c'est qu'il y a négligence. C'est un peu exagéré ce que je dis. Il y a toujours des cas inverses, mais si on est sérieux et s'adresse à des professionnels, il n'y a aucun risque sur des données connectées, des objets connectés, tout comme des solutions filaires. Des solutions filaires, on en connaît qui sont fait pirater. On rentrait sur les réseaux de l'entreprise et via une solution câblée, on pouvait remonter de la même manière aux données, aux appareils, aux équipements. Donc, un objet connecté n'est pas forcément une faille dans le système si on a choisi le bon équipement et si c'est configuré correctement. Et ça, c'est très important. Parce que si ce n'est pas fait, par contre, ça devient un point et une faille supplémentaire dans l'entreprise. Donc, la sécurité d'un objet connecté est primordiale et c'est important de vous poser la question, qu'est-ce que je risque derrière? Et les risques de la mesure connectée, eh bien, on y va. Alors, j'ai évoqué pas mal de sujets. Un mauvais choix de technologie. On l'a évoqué juste avant. Si on choisit du Zigbee alors qu'on voulait beaucoup de débit, ce n'était pas forcément la bonne solution, ou on veut un objet connecté qui peut répondre. Alors, je regarde une question en même temps. Voilà. Est-ce que. Oui. Alors, on pose une question avant sur les risques, et donc c'est une bonne question, merci de la poser. La question qui est posée, c'est sur un réseau complexe qui peut contenir un grand nombre d'objets connectés, il y aurait des risques d'interférence entre les objets. Alors, je vais y répondre tout de suite, oui, c'est possible, il peut y avoir des collisions qui existent, mais encore une fois, ça dépend un petit peu justement de la solution, du cahier des charges qui a été présenté. Il y a des moyens de s'en affranchir, de vérifier tout cela. Il y a des systèmes qui vont permettre de relancer les communications lorsqu'il y a eu bouchon dans les données, parce que les passerelles sont aussi limitées parfois. C'est important. Et puis, il y a des règles qui existent. Je ferai un petit focus sur le Sigfox tout à l'heure, avec des règles qui existent sur la quantité et l'intervalle de transmission possible. Donc, un mauvais choix de matériel va vous conduire à un mauvais fonctionnement. Justement, peut-être des collisions, mais peut-être aussi des pertes de données. Voilà. Donc, c'est important de bien définir avec votre fournisseur les tenants et les aboutissants de votre projet. Mauvaise qualité du matériel. Alors, je vais pas citer de marque parce que ça serait pas forcément bien. Alors, je vais rester dans le domaine grand public pour imaginer mes propos. Mais si on prend les smartphones qu'on connaît quasiment tous, en fonction de la marque du smartphone et de la qualité du produit, et donc du prix bien souvent,
eh bien, moi, j'ai vu des systèmes Bluetooth ou Wi-Fi fonctionner moins bien d'une marque à l'autre parce que, et c'est vrai que des produits pas chers, alors c'est pas une généralité, il y a aussi des produits pas chers de très bonne qualité parce qu'il y a une vraie concurrence qui existe, mais attention quand même à bien choisir une qualité de matériel de communication, s'assurer que dans le temps ça va tenir. Il y a des composants qui vont vieillir beaucoup plus vite que d'autres ou qui vont avoir des performances moins élevées que d'autres. On est dans de l'électronique et donc c'est important. Donc c'est important de savoir ce qu'on sélectionne. Mauvaise qualité du système de sauvegarde. Moi j'ai vu des gens qui avaient des capteurs, alors là à l'inverse, ce sont des gens qui étaient spécialistes de la mesure et qui se sont dit on va faire d'objets connectés, donc ils ont été acheter une solution de communication où ils sont associés avec d'autres, mais derrière ils n'ont pas pensé à mettre un système de sauvegarde propre, ils ont mis leur propre serveur mais avec des choses pas forcément sauvegardées et on a connu des histoires de perte de données. Donc assurez-vous de connaître le process complet de la mesure, l'acheminement de la donnée, mais également la sauvegarde de cette donnée parce qu'elle est souvent primordiale. L'exemple que je prends, c'était dans la surveillance de stockage de produits chimiques. Et les données ont été perdues. Il y a eu un contrôle sanitaire, on demandait quelles étaient les conditions de conservation de cela. Alors, ils avaient pensé s'être modernisés avec cette solution connectée qui permettait d'archiver les données. Malheureusement, le contrôle a prouvé qu'il y avait eu perte de données à cause du système de sauvegarde qui n'avait pas fonctionné correctement, j'en parlais. Qui rejoint d'ailleurs le point suivant, la sauvegarde non fiable, parce que justement, on a un espace mémoire, un disque trop faible, un disque dur trop faible, et donc les données ne sont pas dessus. Et il suffit que derrière, alors, on pense toujours aux grandes structures, on va dire c'est impossible d'avoir un disque qui arrive à saturation. C'est vrai dans les grands groupes, mais dans les petites boîtes qui ont leur propre serveur à certains endroits, on n'a pas toujours l'œil rivé sur les capacités du serveur, ce qu'ils en passent, et c'est comme ça qu'ils apprennent de manière empirique les choses à mettre en place et globalement de l'infogérance sur des serveurs pour s'assurer que celui-ci soit toujours opérationnel et prêt à fonctionner. Et puis un changement d'état de défaillance de l'interface de réception. Alors, c'est un petit focus dans les risques qu'on prend, mais attention, une solution connectée fonctionne à un instant T, souvent on la teste, on la valide, et puis on peut avoir des changements d'état. Alors je pense à des gens qui utilisent des smartphones comme relais, par exemple. On a connu des installations où les smartphones ont fait les mises à jour automatiques, l'application où les choses n'étaient plus forcément compatibles, et donc on a perdu, l'appareil ne communiquait pas. Alors il y a bien eu des alertes qui sont montées, mais il y a eu une perte de data pendant certains moments. Alors des mises à jour Windows, et puis on a aussi des changements d'état ou d'installation physique. Moi j'ai vu une installation dans un laboratoire pharmaceutique où on avait installé une solution sans fil de surveillance de température et d'humidité dans le stockage. Ça fonctionnait très 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 bien. Et puis il y a eu un jour une livraison d'une très grosse cuve en inox qui a été posée dans ce hangar en attendant. Ça a modifié le signal et donc on a eu une perte de certains capteurs. C'est-à-dire que le signal, la portée du signal, le cheminement des ondes était modifié. Et bien, on a dû revoir un petit peu, rajouter des répéteurs. Alors, il y a toujours des solutions, mais ça a forcément un coût. Donc, attention, une solution sans fil, ce n'est pas une solution magique qui va marcher dans tous les cas. Il faut toujours s'assurer, vérifier que tout fonctionne correctement comme c'était prévu. Et donc, il faut rajouter des process de contrôle et de vérification, mais un peu comme sur une solution câblée où on devait s'assurer, parfois de temps en temps, je pense en RS485 sur certains protocoles, dans le protocole ART, on peut s'assurer du bon fonctionnement de certains équipements pour avoir des messages en retour. Donc, il y a aussi des solutions qui existent dans le monde de la mesure connectée, dans l'IoT, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Je continue sur l'aspect métrologique et parce que c'est un petit peu mon cheval de bataille et c'est le message fort, tant je suis passionné des objets connectés, de ce qui s'y passe. En aucun cas, et c'est ma grande bataille avec mes clients, je ne veux abandonner l'aspect mesure, la métrologie. On est entre professionnels et on cherche des solutions de mesure. Si on cherche des solutions d'objets connectés, j'ai envie de dire, il y a des spécialistes du sujet, mais nous, dans notre métier, le point de départ, c'est la mesure. Et ce qu'on veut, c'est avoir une mesure conforme à nos attentes. Alors, j'ai mis un petit schéma ici qui représente un petit peu certains points de la métrologie. Alors, je ne vais pas rentrer dedans, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et je crois qu'il y a une très belle conférence du CFM dans quelques jours. Donc, voilà, ça sera repris. Alors, peut-être pas ce point-là, mais en tout cas, ils vous parleront de métrologie en détail. Toujours est-il qu'en fonction de nos attentes, de nos besoins, il faut choisir un bon appareil de mesure. Et là, on quitte l'objet connecté, que ce soit un objet filaire ou pas, ou même un thermomètre à mercure à lecture classique. Bien comprendre ses attentes, l'aspect métrologie du capteur, donc quelle incertitude de mesure on souhaite, quelle répétabilité on souhaite, tous ces points-là, donc le fameux précis ni exact et ainsi de suite, voilà, tout dépend ce que l'on veut. Et puis, donc c'est important. Et puis la période d'étalonnage d'un objet connecté, c'est exactement la même réponse que d'un objet non connecté. Ça va dépendre de la criticité de votre mesure et de votre besoin.
Si vous faites une mesure pour connaître la température de vos bureaux, je pense que la période d'étalonnage, ça peut être une fois par an, je pense que c'est largement suffisant, peut-être même passer à tous les 2 ans, parce que si un jour votre thermomètre affiche 25 et vous sentez qu'il fait 12 dans le bureau, vous aurez un indicateur assez réel. Par contre, si vous êtes sur un process de production pour du dosage de produits dédiés à la chimiothérapie, par exemple, il est bien évident qu'au coût des matières premières de ces produits et de la finalité du produit, une erreur de dosage a des conséquences colossales. Alors d'un point de vue économique, c'est vrai, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est aussi notre quotidien dans le monde industriel, mais aussi du côté sanitaire, parce qu'une erreur dans ces produits-là aurait des dramatiques conséquences. Donc la criticité, là, ça se trouve, c'est une vérification tous les 3-4 mois. Et ce n'est pas parce que l'objet est connecté ou pas qu'il faut changer ça. Donc restez sur des critères et des fondamentaux métrologiques importants. Je vais vous prendre quelques exemples de solutions qu'on a pu réaliser. Alors, qu'on a pu réaliser avec différents produits. Je ne suis pas là pour placer des produits ou quoi que ce soit, plutôt expliquer ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec des objets connectés. Donc, par exemple, les musées ou les œuvres d'art. Alors ici, on a symbolisé ça avec une belle grotte qui pourrait être la grotte de Lascaux, dans laquelle on a dû aller faire de la surveillance. Alors, dans la réelle, pas dans la factice, mais dans la grotte originale, des capteurs de température et d'humidité ont été placés. On surveille, donc on mesure bien évidemment, les données sont surveillées en temps réel, donc on le voit ici. Si au cours de la surveillance, on s'aperçoit qu'il y a un problème, on est capable d'envoyer des alertes par SMS ou par email. Les données sont analysées, mais sont également envoyées sur le cloud, sont stockées sur des serveurs et sont consultables en temps réel. Ça, on sait le faire sans aucun problème. Et d'ailleurs, c'est des solutions. Maintenant, on va déplacer le sujet. Là, on est dans les musées, mais on va pouvoir passer dans les domaines industriels, on va pouvoir passer dans plein de choses, mais globalement, ce sera toujours le même type de solution. Vous allez comprendre pourquoi je ne m'attarde pas forcément au protocole de communication, au sujet de communication, parce que c'est la solution technique, votre besoin qui m'importe. Alors, on a une question, je vais voir si, voilà, hop. Alors, en dehors du débit, il y a une sorte de puissance du signal selon la technologie. Pour des mesures dans un endroit reculé ou environnement isolé, type de sous-sol, chambre froide, ainsi de suite. Alors, effectivement, c'est une question, ça va permettre de répondre, je vais quand même donner un peu plus de solutions à tout ça. En fonction de la nature des environnements, il va falloir choisir une portée. C'est vrai que moi, une solution technique. Tout à l'heure, j'ai parlé de portée, de données. Bien évidemment, l'environnement dans lequel on se trouve va changer les données. J'ai pris l'exemple de cette cuve qui avait modifié un environnement. Eh bien, un frigo, une chambre froide va modifier ce signal. Et donc, des fois, le signal va être moins acheminé. Donc, il existe des solutions. On va pouvoir mettre ce qu'on appelle des répéteurs. On va pouvoir acheminer des antennes à proximité, quel que soit le type de signal. Par exemple, ici, nous, pour les musées, on a différentes solutions. On a, alors là, j'ai pris un exemple d'une grotte, mais dans une exposition plus classique d'un musée avec des vitrines, on a des capteurs dans la vitrine, un système radiofréquence qui communique vers une passerelle, et cette passerelle est connectée à Internet, et ensuite, les données sont surveillées, analysées, et on reçoit des alertes en temps réel. Mais donc, on est sur une solution avec une passerelle. En fonction de l'environnement de certains musées, alors les musées ont souvent la chance de jouir de bâtiments anciens avec des épaisseurs de murs colossaux, avec des armatures incroyables parfois ou des vestiges de guerre qui sont renforcés. Et donc pour ça, on a d'autres, on met des antennes, des répéteurs. Mais il y a aussi des endroits où la qualité du signal est super simple. Et là, on utilise par exemple des solutions en Sigfox parce que le Sigfox permet de mesurer. Voilà, c'est pas le Sigfox qui permet de mesurer, l'appareil de mesure fait sa mesure et ensuite via le réseau Sigfox, on va envoyer nos données sur le cloud, sur le réseau Sigfox. Alors le Sigfox, globalement, c'est une mesure. On va envoyer un paquet de données toutes les 10 minutes. On ne peut pas envoyer plus rapidement que ça. Ça n'empêche pas que la mesure soit faite plus rapidement, mais on enverra nos données que toutes les 10 minutes. C'est justement pour éviter les collisions un petit peu, ou en tout cas pour permettre à tous les objets connectés qui utiliseraient le réseau Sigfox d'avoir une fenêtre de tir pour pouvoir communiquer. On ne peut pas descendre en dessous de 10 minutes, ça changera peut-être avec l'arrivée d'autres protocoles, d'autres sujets, mais en tout cas, c'était un des critères. Et je disais que les objets connectés communiquaient dans les deux sens. En Sigfox, tant l'appareil de mesure peut remonter toutes les 10 minutes vers les passerelles et on va dire le Sigfox. L'inverse est vrai, de redescendre vers le capteur pour envoyer des informations d'ajustement, de contrôle, d'alerte, quoi que ce soit, mais cette fois-ci une seule fois par jour. C'est-à-dire qu'on ne charge pas le réseau Sigfox sans arrêt, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt programmé, installé. À l'inverse du LoRa, qui lui va pouvoir travailler plus rapidement parce qu'on aura même des réseaux locaux en LoRa, type LoRaWAN, ainsi de suite. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, on est là on pourra en discuter avec vous plus tard parce que chaque besoin, chaque projet nécessite une solution adaptée, mais voilà, il existe des solutions.
Autre exemple de solution connectée qui existe, là justement en solution LoRa, par exemple, on va pouvoir vérifier en temps réel l'absence de convention alors anormale d'eau. Voilà. On va surtout vérifier que tout fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de fuite d'eau pour être beaucoup plus clair. On peut mettre des objets connectés sur vos réseaux d'eau, alors que ce soit de la grosse installation, mais y compris jusqu'à votre installation finale, donc j'ai envie de dire votre compteur d'eau personnel ou votre machine à laver pour être sûr qu'il n'y ait rien. Et en temps réel, on va pouvoir surveiller, contrôler votre consommation et s'assurer contrôler la consommation pour le coup, mais surtout s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite d'eau en temps réel et surtout recevoir une alerte pour dire là, c'est pas normal, il y a des quantités d'eau qui sont consommées alors que ce n'était pas le cas il y a quelques semaines, quelques mois. Il y a donc un problème. Ça, ce sont des solutions clés à main, comme j'ai écrit, donc c'est le LoRa est à votre service, il y a des solutions existantes pour ça. Une installation en 5 minutes. Là, cette fois-ci, c'est des objets qui ont fait leurs preuves, qui sont installés à différents endroits. Donc, c'est vraiment des belles solutions rapides. Et là, c'est vraiment une évolution d'objets connectés parce que on peut réduire des coûts et surveiller et des fois même découvrir des coûts cachés de certaines solutions. Donc voilà, donc ceux qui sont, voilà, on ne fait pas de placement de produits ici, c'est important, mais sachez qu'il existe des solutions. Alors ça peut être de la tuyauterie industrielle qui fait 2 mètres de diamètre, comme la petite canalisation d'installation d'un lavabo ou quoi que ce soit pour vérifier les consommations. Petite tuyauterie aussi. Je continue et je regarde le temps aussi parce que je parle et le temps passe. Exemple 3, une mesure de débit sur une cheminée. On va insérer un capteur, donc un débitmètre dans cette cheminée, donc encore une fois en ayant répondu à tous les besoins métrologiques nécessaires pour bien comprendre quel était le besoin de la mesure. Et puis ensuite, en temps réel, on va faire la mesure. Sur mon petit schéma ici, et c'est la force de l'objet connecté, c'est qu'on est capable de l'alimenter par des énergies propres, on va dire. Alors l'énergie solaire sur le schéma, mais j'aurais très bien pu mettre une force marémotrice ou en rivière utiliser le débit d'eau pour alimenter. Donc dans une cheminée, c'était plus compliqué. Mais on aurait pu l'envisager de utiliser la force de ce débit pour alimenter un capteur. Ça s'envisage, il y a des solutions existantes. En fait, on sait répondre à tous les besoins. Encore une fois, d'un côté, il y a la mesure, on répond aux besoins de mesure, et puis ensuite, l'objet connecté nous permet, en utilisant tout ce qui existe, l'énergie solaire, par exemple, d'alimenter un capteur, et puis ensuite de reprendre le process que j'ai décrit tout à l'heure. On mesure, on envoie les données sur le réseau, les données sont analysées en temps réel, et puis ils sont envoyés sur des plateformes. On pourrait même rajouter ici un chemin qui devrait exister pour dire on analyse, il y a une alerte, on envoie des alertes par email, par SMS, mais on pourrait même, et c'est une réponse, je vais en parler juste après, on pourrait même surtout dialoguer avec un autre objet connecté. Là, on est vraiment sur de la consultation de données, mais vous allez voir que l'objet connecté va beaucoup plus loin. On va revenir aux machine to machine que j'évoquais tout à l'heure en préambule. On peut aller plus loin. Alors, un dernier cas, mais une dernière application sous forme de petits schémas comme ça. On surveille une chambre froide en temps réel, on consulte, on analyse et on envoie également des alertes. Maintenant, l'objet connecté, l'alerte ici, elle est capable, et c'est là où je voulais en venir. Alors, j'ai une petite vidéo, hop, voilà, qu'on mettra juste après, mais tout ça, on est sur une alerte. Mais en fait, on est aujourd'hui capable de rentrer en objet connecté, c'est-à-dire de vous mettre des solutions qui vont vous permettre de piloter un autre appareil. C'est-à-dire qu'on est capable de régénérer un autre signal en sortie pour aller piloter un régulateur, une vanne sans aucun problème. C'est-à-dire que tout ce qui se faisait en câblé et en filaire par le passé peut se faire aujourd'hui grâce à des objets connectés. Je vous mettrai une petite vidéo après, mais pour pouvoir argumenter tout ça et vous expliquer tout ça. Mais toujours est-il qu'on aime beaucoup cette définition de notre côté, mais on estime qu'on a réinventé la rallonge sans fil, c'est-à-dire qu'on est capable de prendre n'importe quel signal, et j'insiste sur ce point, n'importe quel signal existant. Alors je dis bien de la vidéo, mais également du Profibus, du Modbus, de l'Ethernet, du 420 mA, on est capable de créer une rallonge sans fil, donc avoir de chaque côté des objets connectés. Alors ils vont discuter entre eux, c'est plus vraiment d'objets connectés à ce propre titre de dire je communique par Internet et je redescends, mais les objets connectés entre eux via des réseaux, on est capable de remonter ça aussi sur des systèmes connectés cloud pour l'analyse, redescendre. Alors attention, ça crée des temps de latence supplémentaires quand ça passe par Internet. Donc c'est pour ça que des fois, il y a différents canaux de communication qui existent qui permettent de communiquer avec un autre appareil. Et là, on n'est plus sur d'objets connectés, mais on est sur du machine-to-machine sans fil, malgré tout. Et puis après, d'autres protocoles qui existent en passant par le fameux cloud, les serveurs, pour redescendre sur nos objets. Mais on est bien capable de répondre et de piloter d'autres objets connectés et voir des objets du côté, pas forcément des objets connectés, on est capable de se réinterfacer. Si je prends l'exemple du 420 mA, on est capable de prendre un 420 mA d'un côté,
d'analyser certaines données et de régénérer sur d'autres appareils un 420 mAh qui va permettre de piloter quelque chose en fonction de la data d'origine. On est capable de faire ça sans aucun souci et on est même capable de recréer le même 420 mAh à l'autre bout. Alors 420 mAh, 0,10 volts et tout ce que vous voulez. Et ça permet réellement l'installation de capteurs dans des endroits inaccessibles. Si je prends l'exemple précédent de la cheminée, c'est vraiment un exemple qui a été réalisé. Aujourd'hui, on a mis un capteur en haut d'une cheminée. Il est alimenté par énergie solaire, mais on n'a câblé rien du tout et les données remontent en temps réel sur un cloud et on redescend les informations sur un serveur. Les gens sont alertés en cas de problème, mais en plus, cette information est reprise donc sur des automates programmables sans aucun problème pour piloter de la régulation, des températures, des choses comme ça. Donc, on peut imaginer tout type de solution. Encore une fois, c'est le cahier des charges qui va le définir. Alors, vous avez des spécialistes dans chaque domaine. Nous, on est spécialistes de la mesure, il y a des spécialistes de la communication, du transfert, de la sauvegarde, de l'analyse des données. Mais toujours est-il qu'on sait tous s'associer ensemble pour répondre à votre besoin. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait des spécialistes de tout d'un coup. Il y a différents métiers dans ce qu'on évoque aujourd'hui. Choisir son fournisseur. J'y venais tout à l'heure et c'est un peu le résumé de ce que je viens de dire. Ce que j'ai dit juste avant et pendant les 3 quarts d'heure où vous m'avez écouté, choisir son fournisseur, c'est faire comme avant finalement. On va choisir notre fournisseur comme pour un appareil connecté. Quel est mon besoin réel? Quelle est ma mesure? Mon incertitude? La criticité de mon application? Qu'est-ce que je vais récupérer? À quelle fréquence? Comment je vais exploiter mes données? C'est le même type de questions. Par contre, on va se poser des nouvelles questions. Quel est l'environnement? La distance de mesure? L'échantillonnage pour le transfert des données? Parce qu'on ne peut pas transmettre autant de données parce qu'il y a forcément un traitement qui existe. Donc, avec les convertisseurs, par exemple, analogiques numériques, même si ça traite de plus en plus vite, si on va de plus en plus vite, il y a forcément un traitement qui existe avec une modification. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails métrologiques non plus trop en détail. On pourrait parler de la résolution et peut-être de l'enchaînement de différents appareils qui convertissent avec des convertisseurs analogiques numériques, avec des résolutions différentes. Ça peut créer une chaîne métrologique différente parfois. Il y a une réflexion sur le sujet. On essaie de bien comprendre l'impact métrologique en bout de chaîne. Toujours est-il que la métrologie du point de départ du capteur, elle, doit être définie correctement. Avec des solutions professionnelles, industrielles, sachez que malgré tout, les contraintes qui vous seront imposées vous permettront d'obtenir quand même en bout de chaîne une mesure représentative et identique, je l'ai écrit au tout début, à des mesures connectées. Mais c'est important de bien choisir sa solution, son équipement. Il y a trop de solutions qui existent sur le marché aujourd'hui permettant de dire je vais mesurer une température, je vous transmets, ou un débit, ou un choc, une vibration, puis je vous transfère l'info. Ouais, mais l'info, elle est modifiée comment, elle est transformée comment? Attention aux solutions à faible coût. La méthode de sauvegarde et d'accès à vos données. Et puis enfin, les exigences métrologiques, parce que j'insiste, je crois que c'est le seul point de départ. Alors, on a une nouvelle question qui est arrivée. Alors, dans tous les types de transmission et quelles que soient les données, y a-t-il une augmentation de l'incertitude de transmetteur à transmetteur? Alors, augmentation, c'est toujours un peu difficile à dire, mais là, vous aviez une solution analogique existante. À partir du moment où on rajoute un convertisseur analogique numérique, en fonction de la résolution, on va forcément rajouter une incertitude supplémentaire parce que on vient de modifier le signal, c'est toute la logique. Donc, on a la première partie analogique, le convertisseur analogique numérique. Et c'est vrai que dans des cheminements où on envoie la donnée, alors, je ne sais plus si on doit parler d'incertitude parce que en bout de chaîne, elle a modifié, elle a évolué, bien évidemment. Alors, à cause d'arrondi, en fonction de traitement, en fonction de calcul, in fine, en fonction de comment est traitée la donnée, on va modifier des choses. Mais la data en elle-même, si la solution est bien choisie, à part peut-être sur son petit convertisseur analogique numérique qui peut exister si on rajoute une chaîne, un élément à votre chaîne existante, ça peut apporter peut-être une incertitude plus grande et encore, ça va dépendre des solutions, là c'est vraiment du cas par cas, mais on peut s'en affranchir et on peut tomber dans le domaine du négligeable. Donc voilà, il y a vraiment des... Mais il peut y avoir des augmentations, on en a connu, et c'est vrai que j'ai connu des chaînes où à la fin, la donnée n'était plus vraiment représentative, et donc on est revenu sur des solutions filaires en direct parce qu'on voulait éviter d'avoir un convertisseur entre les deux, parce que ça ajoutait une petite incertitude au capteur d'origine qui lui était un capteur avec une sortie analogique. Bien évidemment, à condition que lui soit étalonné, vérifié, et ainsi de suite. Hein. C'est toujours les mêmes choses. Voilà. Alors, quelle heure est-il? Est-ce que on a déjà dépassé un petit peu le temps imparti, je pense. Mais alors, j'avais une petite vidéo, mais vous pouvez la retrouver dans les pièces jointes. Our product line, Data Eagle 3000 Wireless Profibus,
is tailor-made for the transparent transmission of Profibus DP. Systems that speak Profibus can now connect via radio, for instance Bluetooth. You just have to connect the Data Eagle Master to the control unit and the Data Eagle Slave to the I/O module of your system. The Data Eagle devices interface automatically with each other via plug-and-play. This setup allows for point-to-point and multi-point connections covering several hundred meters. Data Eagle 3000 Wireless Profibus replaces cables, slip rings, and many other technologies reliably. Our patented intelligent radio technology prevents unwanted bus errors and is perfectly suited for mobile machinery or for machinery difficult to access. The devices are available as IP20 Data Eagle Compact and as IP65 Data Eagle Extreme. Shield Connect, the world is wireless. Et effectivement, c'est bien un des produits. Alors, je dis bien un des produits, c'est pour ça qu'on n'a pas fait vraiment de placement produit. Je ne vais pas non plus modifier la vidéo du fournisseur. Mais en tout cas, qui vous explique, alors je suis désolé, elle est en anglais, mais elle explique justement ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il existe des moyens d'acheminer des signaux sans fil, sans aucun problème, même sur de l'existant. Là où il y avait une solution Modbus ou Profibus, on est capable de venir rajouter une solution sans fil entre les deux, donc une rallonge sans fil typiquement pour aller de votre point de mesure ou de l'information. Donc ça, on utilise par exemple beaucoup ces solutions-là sur les véhicules autoguidés, les plateformes autoguidées. Ça nous permet d'avoir des capteurs qui sont sur la plateforme et qui communiquent toujours avec un automate, avec un PLC derrière, pour aller faire de la mesure, de l'analyse de données. On pourrait parler des heures d'objets connectés. Il y a encore le RFID qui permet de faire de l'analyse en temps réel avec un lecteur de proximité, par exemple, de voir un peu ce qui existe. Bon, il y a beaucoup de solutions. Je ne suis pas là pour placer tous les produits. Ce que je voulais, c'était vous expliquer qu'il existe plein de solutions. Alors, j'ai une application en tête et je crois qu'on a, alors je ne vais pas donner de nom, mais un représentant d'une solution alors qu'on n'a pas vendue. C'est quelqu'un d'autre qui l'a vendue, mais je sais qu'elle existe, qui nous a permis de mesurer en temps réel alors, des informations sur une roue d'un véhicule en mouvement en temps réel à des fréquences d'échantillonnage très élevées avec une récupération de données et tout ça sans contact. Donc, effectivement, on est capable d'aller très loin sur cahier des charges. Et puis, si nous, on n'est pas capable de vous accompagner, on saura vous mettre en relation. Et le réseau mesure, d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure aussi, le réseau mesure est là pour ça, vous apporter des solutions complètes à vos problèmes. Alors, une nouvelle question. Ouais, c'est un commentaire. La solution de transmission sans fil existe de longue date, par exemple. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, en Wi-Fi, par exemple, moi, j'en ai d'autres en tête, mais elle existe effectivement depuis très longtemps. Je l'évoquais tout à l'heure en préambule, la communication sans fil. Allez, si je prends la télévision hertzienne, c'était une communication sans fil depuis très longtemps. Elle existait aussi. Maintenant, c'est toutes les sécurités, les paramètres, le dialogue qu'on est capable de créer dans les deux sens, a été nouveau, mais qui est très ancien. En fait, on est aujourd'hui capable de recréer en sans fil. Et quand je dis on est maintenant, c'est aussi depuis plusieurs années. Hein. Nous, la vidéo que vous avez, donc, que vous pouvez regarder, c'est une société qui existe depuis très longtemps, avec qui on travaille justement pour associer nos capteurs. Elle achemine ces solutions-là sans aucun problème. Et on n'utilise pas forcément du Wi-Fi. On peut utiliser du Bluetooth Low Energy avec des idées, avec des portées bien plus importantes que ce qu'on peut croire. Le Bluetooth n'est pas forcément limité qu'à 9 mètres. On a des solutions qui nous permettent d'aller plus loin. Voilà, c'est du sur-mesure, c'est du cas par cas. L'intérêt, c'est de nous consulter, nous, professionnels de la mesure et les adhérents du réseau mesure également. Voilà, c'est important. Chaque projet a une solution, mais mon message fort, c'est n'oubliez pas l'aspect métrologique, le besoin de votre solution. Et puis après, derrière, on trouvera forcément une solution. Effectivement, par exemple, avec Siemens, avec les solutions qu'ils ont, mais comme avec d'autres, en fonction du besoin, il y a une solution et chaque solution nécessite d'être vérifiée. Et souvent, je dis bien, elle nécessite même d'être testée. Dans les solutions qu'on propose, généralement, on se déplace, on fait un test, on vérifie, parce que la communication sans fil, ce n'est pas une science exacte encore à ce jour, ou alors il y a des prestataires, je crois qu'il y aura des interventions sur ce sujet-là, mais qui vont permettre de vérifier la qualité d'un réseau sans fil, la portée, et ainsi de suite, pour être sûr que l'environnement est propice à utiliser des solutions sans fil. Donc, l'objet connecté implique des nouvelles connaissances, des nouveaux métiers. Sachez que vous pouvez vous appuyer justement sur des professionnels. Et donc, nous, TH Industrie, quand même, on reste partenaire de vos mesures. Donc, n'hésitez pas, et justement, des mesures connectées ou non.
Voilà, j'en termine parce qu'on a un timing qui était prévu et puis au bout d'un moment, les visios, c'est aussi fatigant. Je vous laisse poser des questions supplémentaires si vous en avez et je ne sais pas si le réseau mesure voulait faire une conclusion ou non. Toujours est-il que, voilà, moi je vous remercie en tout cas de votre attention, des questions qui ont été posées. Et puis, n'hésitez pas à venir vers nous. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires ou à prendre la parole. Hein. Vous pouvez activer vos micros pour ceux qui le souhaitent. Ne soyez pas timide. Je sais que c'est toujours… On va laisser le temps de taper les questions parfois. Mais il se peut qu'il n'y ait pas de questions. Hein. Ça laisse deux options. Soit j'étais très clair, ou alors il n'y en a pas parce que c'était pas clair. Alors, il y a une question visiblement qui arrive. Mais n'hésitez vraiment pas à vous appuyer sur les professionnels de la mesure et repartez de ce point-là, c'est important. Alors j'attends la prochaine question. Réticence des services IT des entreprises. Ouais. C'est une très bonne question. On quitte la mesure encore une fois parce que c'est un vrai sujet. C'est vrai que les services informatiques des entreprises sont souvent un peu réticents à l'objet connecté. Justement, ils ont peur que ce soit une porte ouverte sur des problèmes, des choses comme ça. Et c'est pas faux si c'est mal configuré, si c'est mal fait et si on n'a pas choisi la bonne solution. Mais il y a vraiment des vraies réticences, on en rencontre et nous, on est là pour prouver, pour montrer ce qui existe. C'est pour ça que les solutions type Sigfox, par exemple, je reste sur celle-ci, ou LoRa, mais le Sigfox, vu que c'est un réseau, alors pour ceux qui ne connaissent pas le Sigfox, j'aime bien le définir en disant que c'est un réseau Internet gratuit et ouvert à tous d'ores et déjà. C'est-à-dire que là, on prend un appareil Sigfox, on l'allume et on est capable d'avoir nos données qui transitent sur Internet. L'avantage de ces solutions-là, c'est qu'elle est indépendante du réseau informatique de l'entreprise. On passe directement sur une plateforme en ligne et après, on accède à nos données via un site Internet classique, sur un portail, mais ça reste un site Internet, un mode SaaS, peu importe, les données sont dessus et on peut y accéder de n'importe où en dehors du réseau d'entreprise. Par contre, dès qu'on souhaite des informations descendantes, eh bien, il faut forcément laisser l'information descendre, donc donner des accès à quelque chose. Et donc là, il y a souvent des peurs. Mais c'est une histoire, je vais dire, alors, je ne vais pas dire de génération, mais de culture. Plus une histoire de culture, il y a des entreprises qui acceptent facilement et qui font un vrai travail dans le développement de l'IoT, et que ce soit des grands noms d'industrie ou des petites sociétés. Mais on a des solutions qui apparaissent et qui existent. Alors, j'ai une question qui apparaît en même temps, excusez-moi pour le petit blocage. Est-ce que le Sigfox est gratuit? Alors, effectivement, je l'ai fait exprès pour essayer de créer une petite réaction. Il est gratuit dans la mesure où il est déjà accessible aujourd'hui. Maintenant, il est vrai que la plateforme Sigfox, il faut quand même payer un abonnement tous les ans. Alors, souvent, c'est masqué. C'est pourquoi on dit gratuit dans beaucoup, et on parlait des business models au tout début. Il y a beaucoup de prestataires industriels qui vont inclure dans la vente de l'appareil un abonnement au Sigfox, soit sur 10 ans, par exemple, 5 ans, qui est globalement plus long que la durée de vie de l'appareil. Donc, on va pouvoir faire croire que c'est gratuit. Dans l'absolu, non. Sigfox est une entreprise qui a besoin de vivre, qui vend des licences. Alors, qui vend des licences ou on va dire des licences d'accès et d'utilisation de leur propre réseau. Donc, ça peut être masqué. C'est pour ça que le business model est important. Le Sigfox, si on commence à la base, non, il n'est pas gratuit. Il faut souscrire à certaines choses. Bien souvent, c'est impacté ou c'est pris en charge parce que ça reste un coût qui est faible. Alors maintenant, si vous déployez une solution avec 300 capteurs en Sigfox, attention, oui, l'addition de communication, d'abonnement peut être lourde derrière. Alors, je ne vais pas donner de tarif, ce n'est pas le but aujourd'hui parce que chacun y va de son propre business model derrière à la revente. Mais effectivement, il y a quand même un coût caché, masqué parfois dans ces solutions-là. Et ne soyons pas naïfs, je pense que des solutions gratuites n'existent pas vraiment. Voilà, donc il y a toujours un coût masqué, mais posez ces questions-là. Et c'est important quand vous faites installer des solutions sans fil. Souvent, on va vous donner le coût d'installation, de mise en service pendant 1 an, mais demandez bien les coûts futurs et comment ça va se passer. Et puis d'ailleurs, sur des objets connectés, est-ce qu'on peut les réétalonner, les ajuster? C'est un autre problème. Une autre question, ou non, c'est plutôt un commentaire. Alors, je le lis avant de le lire à haute voix. Voilà. C'est vrai qu'on a un exemple, un commentaire, une expérience qui dit que en fonction des sujets, donc il y a la partie production qui est sur un réseau protégé, séparé et protégé du réseau informatique bureautique où il y a certaines données. Et donc, chacun peut choisir le réseau sur lequel on l'utilise. Et effectivement, c'est une bonne solution de créer parfois des réseaux dédiés ou séparés. Et c'est vrai que les objets connectés, il faut voir après l'interaction que vous souhaitez avec les machines. On a eu
tout à l'heure, avant que le webinaire commence, une question justement, est-ce qu'on pouvait s'interfacer avec des automates ou des solutions existantes? Dans ce cas-là, c'est compliqué parce qu'il faut forcément passer sur le même réseau à un moment donné ou créer des passerelles de sécurité supplémentaires. Mais c'est une bonne approche pour, par exemple, la surveillance de température dans un frigo. Est-ce que ça nécessite de rentrer dans le réseau de production? Pas forcément. Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser dans tous les cas, et puis voir un petit peu où on va. J'espère que je suis clair en répondant aux questions. C'est toute la difficulté de ce webinaire. Alors, vous pouvez prendre la parole, hein, surtout, on aurait censé être en physique sur un salon, donc vous donner la parole. Ça permet à certaines personnes d'assister à ce webinaire sans se déplacer, oui, à ce webinaire ou à cette conférence atelier sans se déplacer. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre la parole pour ceux qui le souhaitent. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pas de questions à ce jour. Oui, Stéphane? Oui. Oui, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je me permettais juste quelques petites secondes. Donc déjà pour donc remercier TH pour sa présentation et remercier donc tous les participants de s'être inscrits ce matin sur cette conférence très intéressante. Donc n'hésitez surtout pas à vous connecter sur le site du salon Mesure Solutions Expo pour retrouver le programme des différentes programmations qui vont jusqu'à fin mars. Donc voilà, merci encore à tous, bonne journée. Et Stéphane, je te laisse peut-être voir pour les questions. Si tu me permets, on a une nouvelle question qui est arrivée, alors après on peut continuer, et puis voilà, s'il y a des questions qui arrivent, on peut répondre. En tout cas, merci Claire quand même aussi d'avoir organisé, d'avoir géré tout ça et d'avoir réagi à la suite à l'annulation. C'est une belle initiative. Et effectivement, n'hésitez pas à consulter le programme qui existe sur le site du réseau Mesure. Et puis, s'il y a des projets, on est là, mais vous pouvez aussi consulter tous les adhérents du réseau Mesure. On sera tous un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Merci Claire. Donc, on a une question qui est arrivée. Quid des solutions pour le transport des produits thermosensibles? Bonne question. Effectivement, alors chaque cas, chaque explication nécessite une réponse. Alors, pour le transport, par exemple, je parlais de Zigfox. Là, je vais déconseiller le Zigfox, par exemple, sur du transport thermosensible parce que le Zigfox n'aime pas trop quand on bouge, il n'aime pas trop quand on est sous terre. Ouais, il y a toujours des contraintes à chaque solution. Donc, il existe des solutions alors connectées au réseau téléphonique mobile, donc avec un appareil de mesure qui va communiquer sur les réseaux GSM, par exemple, et faire ça en temps réel. Soit directement le capteur qui est équipé d'une puce. Alors, on peut parler de 10 SIM cards aujourd'hui. Par exemple, on a des systèmes qui n'ont plus de carte SIM physique, mais qui ont des cartes SIM virtuelles, des eSIM cards qui sont intégrées dedans, qui s'affranchissent de tout abonnement opérateur, en tout cas pas en direct chez ceux qu'on connaît en France, mais on a un abonnement global de data, peu importe, et on est capable de se connecter à tous les réseaux en simultané pour s'assurer que les données fonctionnent. On est plutôt encore une fois, dans la logique de machine to machine pour envoyer des données vers un autre équipement. Donc pour les solutions de produits thermosensibles, on a des solutions en temps réel qui permettent de mesurer, d'alerter en utilisant les réseaux. Alors GPRS, 4G, 5G, éventuellement, on pourrait. Après, il y a des solutions qui mesurent en temps réel, mais qui ne transmettent les données qu'à un certain moment quand ils récupèrent un signal ou quand ils sont apportés d'une passerelle. Tout va dépendre vraiment du besoin et de la philosophie de votre besoin pour trouver la solution adaptée. Mais oui, il existe pour transporter des produits thermosensibles. Et puis, bien évidemment, dans le produit thermosensible, donc sensible à la température, donc j'imagine qu'on a un caisson, on a des parois, on a des choses, donc attention à la transmission. Il est fort probable qu'on ait besoin de rajouter des répéteurs, des antennes, des choses comme ça pour s'en assurer si on veut communiquer en temps réel. Sinon, il existe des solutions intermédiaires qui mesurent, enregistrent. Et par exemple, le transporteur, le chauffeur peut être alerté dans son camion de j'ai un problème, ma température n'est plus bonne. Et lui, il reçoit une alerte, elle est mémorisée et elle sera récupérée à la fin du circuit quand on fera le téléchargement des données, ou il pourra même imprimer en temps réel un ticket dans son camion pour dire voilà, là j'ai un problème, voilà le relevé que j'ai eu, avant de faire sa livraison et dire j'ai eu un problème ou j'en ai pas eu, pour que les livraisons puissent être acceptées, par exemple, de produits thermosensibles. On fait par exemple, pour être très, très concret, on fait du transport parfois pour des organes, pour du transplantation d'organes. Je suis en train de lire les commentaires en même temps, une question, mais on utilise des solutions comme ça qui sont connectées pour voir en temps réel ce qui se passe, pour avertir et qu'on sache que tout a été fait correctement pendant le transport pour pouvoir procéder à la transplantation à la fin. Généralement, pour le suivi, nous guère que s'il trouve une balise se connecte, c'est ce que... Oui, on a aussi effectivement, ce que je vous disais, il y a aussi des systèmes, il y a plein de solutions pour le transport, mais on a aussi des data loggers qui
attend de se connecter à une balise, une passerelle ou un identifiant. Par exemple, il y a des portiques qui existent. Quand il y a eu des livraisons, tous les jours, le camion en passant sous portique, les données sont récupérées en automatique. On peut le faire qu'à ce moment-là. Mais par contre, on est bien enregistré en temps réel sur le capteur et les données ne sont transmises qu'en récupérant ou en passant sur des points précis quand on trouve une balise. Soit une balise qui est vraiment dédiée à ça, ou alors des balises qui peuvent être situées un peu partout ou sur des connexions réseau. Typiquement, si on a une perte de connexion téléphonique, par exemple, pour des raisons X ou Y, les données continuent à être mémorisées et le transfert de données ne reprendra que quand on récupérera le réseau. Donc, c'est possible d'avoir des zones tampons pour envoyer les données. Ça, souvent, on l'évite parce qu'il peut y avoir des zones en fonction de la criticité justement de l'application, avoir des problèmes, se dire attention, dans cette zone-là, il y a peut-être eu une alerte qu'on n'a pas vue et donc on n'est pas capable d'en tirer la conséquence immédiate. Donc, tout dépend de la criticité de l'application pour choisir les solutions de transport. Mais effectivement, la connexion à une balise est une solution assez utilisée dans les transports. Si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, sinon on va vous remercier d'avoir assisté. Alors, je vous laisse taper les questions, elles sont souvent longues, donc ça nécessite un petit peu de temps. Moi, je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. Bien évidemment, on reste à votre disposition pour, pour étudier vos projets, bien évidemment. Et, comme je l'ai dit, nous, le réseau Mesure ou les adhérents du réseau Mesure. Et puis, on parlait de questions connectées, de mesures connectées. Donc, je vais dire, nous aussi restons connectés. Nous avons en bas de cet écran nos contacts sur LinkedIn, aussi bien pour la page entreprise TH Industrie que sur mon compte personnel. Ça permet de rester en contact. Et puis, on aura l'occasion certainement de se revoir en webinaire, mais j'espère surtout en physique lors de prochains salons, d'événements organisés. Voilà. Écoutez, si je ne vois pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. Merci de votre attention, de vos questions. Et puis, on reste à votre disposition par téléphone, par écrit, par email, par tout ce que vous souhaitez pour répondre à vos projets. Merci à vous.